Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Obésité, maladie cardiovasculaire ou hypertension, ce sont quelques conséquences désastreuses liées à la malbouffe. Ce 21 juillet, l'occasion est saisie pour sensibiliser la population sur les bonnes habitudes alimentaires. L'UNICEF veut apprendre aux enfants les bons réflexes protecteurs de l'environnement. Une activité de reboisement de la côte de Semenkoji a été initiée pour le servir d'exemple. Les détails à suivre. Le Bénin à l'aide des réformes de la décentralisation avec son code territorial modifié. Les populations sont plus impliquées dans la gestion des affaires locales. Mais quels changements ont-elles apporté au système mis en place? Un expert nous éclaire. Avez-vous déjà souhaité un jour manger absolument tout ce que vous désirez? Eh bien, vous y êtes. Ce 21 juillet, vous y avez droit. C'est la journée mondiale de la malbouffe. C'est quoi la malbouffe et quelles sont les conséquences de cette mauvaise habitude alimentaire sur l'organisme? Ulvaeus Balogun nous aide ici à avoir des réponses. Burger, pizza, soda, beignets, gâteaux apéro, frites à la mayonnaise. Ces aliments fondent dans la bouche. Mais attention, leur forte teneur en lipides, sucre et sel ne fait pas du bien à l'organisme. Ces aliments sont nuisibles à la santé et donc fortement déconseillés. Vous y avez droit uniquement le 21 juillet. C'est de cette façon que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la malbouffe. Une occasion pour sensibiliser la population sur les conséquences de ces aliments sur la santé. Dans tous les pays du monde se retrouvent des bars de restauration rapide, des junk food, des fast food, des baraques à frites et bien d'autres types d'alimentation rapide. Malheureusement, la consommation accrue de ces types d'aliments fait accroître la population d'obèses et de personnes en surpoids. Selon les spécialistes, manger mal peut tuer. La mauvaise alimentation est aujourd'hui la première cause de mortalité au monde, entraînant ainsi des maladies cardiovasculaires, les cancers ou encore le diabète. Selon une étude publiée en 2017 dans la revue The Lancet, chaque année, 11 millions de personnes meurent d'une mauvaise alimentation. Ces chiffres représentent 3 millions de plus que les décès liés à la consommation du tabac. Il devient donc indispensable pour chaque être humain de faire passer l'information sur ces chiffres et de sensibiliser la population mondiale sur les conséquences désastreuses de la malbouffe, d'autant que les tendances actuelles sont au bien-être. Afin de limiter les dangers, il est conseillé de cuisiner soi-même son repas et d'adopter de bonnes habitudes alimentaires. N'hésitez donc pas à prendre conseil chez les nutritionnistes. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Pour la préservation de l'environnement, tous engagés. Slogan mobilisateur auquel adhère l'UNICEF. L'institution a organisé une activité de reboisement sur la côte de Semenkoji. L'objectif est de donner aux enfants les bons réflexes protecteurs de la nature et de l'environnement. Ola Rodrigue Babagbeto, Benjamin Denayon. Sur la plage de Koji ce matin, il y a les habitués du reboisement. Grâce aux efforts d'aujourd'hui, je suis content qu'on va parvenir à la beauté du site, mais aussi de la beauté de la nature elle-même. Et ceux qui mettent en terre un plan pour la toute première fois. Je suis très contente car j'ai planté un arbre pour la première fois et puis un jour on aura de la nourriture grâce à ce plan. L'UNICEF appelle à la mobilisation tout son personnel et leurs enfants pour la cause verte. Nous devons surtout conscientiser les enfants pour leur faire comprendre qu'il faut qu'on puisse préserver notre planète et qu'ils ont aussi des comportements qu'ils doivent mener en faveur de la protection de la nature. En tout, 468 plants de cocotiers sont mis en terre sur ce site de 3 hectares à raison de 156 par hectare. Le choix de plants de cocotiers n'est pas anodin et leur entretien est garanti. Parole des gardes forestiers. Ce choix, d'abord, c'est dans la logique de la restauration, c'est un plan adapté et l'histoire nous a fait comprendre que depuis toujours, ce sont les plants de cocotiers qui longent
la côte. Nous comptons beaucoup plus sur le soutien de la population locale et des enfants pour pouvoir assurer un bon entretien de cette plantation. Par cette activité de reboisement, l'UNICEF entend soutenir le gouvernement dans son programme de verdissement de la côte atlantique, un programme initié en 2021. En plus de planter, les enfants assainissent autour d'eux et portent déjà une espérance noble. Un jour, je serai aussi une gardienne de l'environnement. Le secteur de la décentralisation est depuis quelques mois en pleine réforme de son code territorial. Une réforme qui redistribue les cartes de la gouvernance locale grâce à une approche participative qui permet d'impliquer pleinement les acteurs locaux à l'identification de leurs besoins fondamentaux. Que peut-on retenir de la gestion locale à l'ère de cette réforme administrative et quels changements a-t-elle apporté au système de gestion des communes? Stanislas Roucanlin, ingénieur en développement local, nous éclaire au micro de Francais Lamoussou et Ulvaïs Balogun. À partir de 90, l'option a été clairement faite de leur confier désormais la gestion de leur destinée. Et donc le pouvoir est ramené à la base avec des représentants des populations qui sont élus et qui travaillent au sein des conseils communaux et municipaux. La décentralisation permet désormais de mettre en œuvre le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que lorsqu'on veut réaliser quelque chose, il faut aller au niveau inférieur pour le faire. Donc l'État n'a plus besoin de descendre dans les communes. Nous avons constaté que le fait de rapprocher le pouvoir des populations permet d'être plus efficace, de prendre rapidement la décision, de mettre en place les investissements qu'il faut pour que la pauvreté que nous combattons tous dans les différentes interventions de l'État, que cette pauvreté puisse regresser. Depuis 2003, nous sommes en train d'expérimenter un processus. Je crois que ce processus a connu des fortunes diverses. Il y a eu beaucoup d'avancées. Mais il y a aussi quelques insuffisances que le nouveau cadre légal de la décentralisation est venu corriger. En l'occurrence, la dispersion des textes de loi sur la décentralisation et leur faible articulation. Mais il y a aussi que le nouveau code est venu séparer un peu les fonctions politiques des fonctions techniques. Donc on peut dire que c'est une avancée importante et nous espérons que l'expérimentation de ce nouveau cadre légal va nous permettre de corriger les imperfections de la décentralisation observée jusque-là. La gouvernance locale est la meilleure option qu'on puisse faire lorsque nous aspirons à un développement équilibré de nos communes. Donc ça permet de réduire les disparités parce que chaque population s'organise pour prendre en charge les défis liés à leur territoire. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Sabirat Aou. Le symposium sur l'état de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre s'est ouvert ce 19 juillet au Bénin. Une occasion pour les différents acteurs de trouver les solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et post-urgence. Cet atelier organisé par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF met en œuvre le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les défis liés à la recherche agricole et les bonnes pratiques à capitaliser. La 8e session du comité régional de pilotage CRP du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest a été lancée par les différents acteurs de la chaîne. C'est un projet régional qui s'inscrit dans le cadre du financement de 6 pays:
Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé et Principe, Sénégal et Togo pour la mise en œuvre d'actions nationales en matière de politique côtière, d'investissement pour des solutions vertes, grises ou hybrides, ainsi que des interventions régionales nécessaires pour gérer de manière durable les zones côtières d'Afrique de l'Ouest. La première centrale solaire photovoltaïque du Bénin a été inaugurée ce mardi 19 juillet par le ministre de l'Énergie. D'une capacité de 25 MW, cette centrale va alimenter 40 000 foyers. L'objectif de la construction de cette infrastructure énergétique vise à augmenter les capacités de production énergétique au Bénin, à moderniser le système d'information de la SB2E, à lutter contre le chômage, l'oisiveté et les autres des jeunes en leur offrant des emplois rémunérateurs. À l'international, le Cameroun fait face depuis quelques jours à une pénurie de carburant. L'envolée des coûts du Brent rend plus difficile l'importation des produits pétroliers et les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Le reportage de nos confrères de France 24. De longues files d'attente dans les stations de service de Yaoundé. C'est le spectacle quotidien auquel participent les automobilistes camerounais depuis quelques jours. Je suis là depuis 10h30. On a déjà 11h25, juste pour attendre le gasoil. Un gasoil qui se fait rare à cause d'une baisse des importations de carburant raffiné. Un carburant importé et subventionné qui coûte de plus en plus cher aux caisses de l'État. D'où cette pénurie qui paralyse l'activité des chauffeurs de taxi comme Ismaël. Ça fait depuis 2 heures du temps que je suis là pour attendre le carburant. Ce n'est même pas encore arrivé sur moi. Oh, j'ai des clients à apporter, je ne sais pas comment je vais faire après. Je suis obligé d'attendre. Quelques mètres plus loin, cette autre station de service a décidé de rationner le précieux liquide. Seulement 7 litres autorisés par véhicule, plus moyen de faire le plein. Lorsque tu veux faire, ça dit à plus de 50 litres, on te dit c'est impossible. Parce que si on te sert toi seul, les 50 litres, les autres n'auront pas. Vraiment, c'est terrible. On ne fait même plus dans quelle direction le pays va. Face à la pénurie, le gouvernement s'est voulu rassurant en annonçant de nouvelles importations de carburant. Mais il reconnaît que la facture devient intenable pour les finances publiques. 80 milliards de francs CFA par mois, soit environ 122 millions d'euros. L'addition est importante pour un pays qui est pourtant producteur de pétrole, une situation dénoncée par cet expert. On perd de l'argent en s'achetant du pétrole à l'étranger. Le Cameroun doit se doter d'une raffinerie moderne capable de raffiner son pétrole, son fuel lourd, pour pouvoir approvisionner le marché local. L'État camerounais n'aura pas besoin de subventionner le carburant dans ce cas, si ce pétrole est raffiné chez nous. Pour l'instant, les prix à la pompe restent stables, mais la presse locale annonce de prochaines augmentations. D'autant plus que le Fonds monétaire international réclame au gouvernement camerounais la fin des subventions qui plombent les caisses de l'État. De quoi faire flamber le coût du carburant dans une économie déjà impactée par une inflation galopante. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.